Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Je Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Augustin. Bonjour Majdeline. On est ravis de t'accueillir sur le Gagne-Pain aujourd'hui. On va parler de digitalisation des points de vente et de Drive to Store. Mais avant de commencer, on aimerait en savoir plus sur toi. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Augustin Évrard, j'ai 26 ans et j'ai fait des études d'abord de market et de com et ensuite de commerce spécialisé dans le marketing digital et le e-commerce. Donc, j'ai fait différents stages tout au long de mon cursus et j'ai terminé par 2 ans d'alternance chez DS Automobile au sein du groupe Stellantis dans lequel je suis toujours aujourd'hui. Alors comme tu l'as dit, aujourd'hui je travaille chez DS Automobile, mais du coup quelles études t'ont amené à ce poste de Drive to Store Manager ? Alors en fait j'ai commencé à l'ISCOM, donc une école vraiment pure com, et puis grâce à l'ISCOM je suis parti aux États-Unis où j'ai pu perfectionner mon anglais, et en revenant des États-Unis j'avais vraiment envie de me tourner vers le digital, vraiment faire quelque chose de digital et e-commerce, et j'ai intégré l'ISEG, donc dans leur master marketing digital et e-commerce, et c'est là où j'ai fait mes 2 ans d'alternance. Donc j'ai vraiment pris ce que j'avais dans mon master à l'ISEG en alternance et je pouvais l'appliquer directement chez DS Automobile, chez Stellantis. Et du coup tu es resté après ton alternance chez DS ? Exactement. En gros, ils m'ont proposé directement juste après mon alternance, ils m'ont proposé de rester, de prendre le poste sur lequel j'étais, mais à temps plein en CDI. Alors concrètement, qu'est-ce qu'un Drive to Store Manager ? Le rôle d'un Drive to Store Manager, c'est vraiment, comme son nom l'indique, d'amener des prospects en concession pour ce qui est de l'automobile. Donc en fait, tous mes utilisateurs sur le site web, moi mon but c'est d'arriver à les faire prendre rendez-vous dans ma concession, dans une concession autour de chez eux, dans mes différents pays. Et donc on a plusieurs leviers là-dessus. Donc on a les formulaires. Donc chaque lead généré, donc un lead c'est en gros c'est un contact entre un prospect, enfin un utilisateur et un concessionnaire par exemple. Donc on a différents leviers, donc un formulaire, on va avoir une demande de rendez-vous, que ce soit après-vente ou bien juste véhicule neuf pour avoir une offre commerciale ou un essai. Tout ça, c'est autant de leviers qu'on utilise, qu'on vient améliorer, qu'on vient mettre à disposition des pays autour du monde, parce que je suis en centrale, moi, et du coup je communique énormément avec les pays aux 4 coins du monde. Et donc on vient leur mettre à disposition des outils dans le but de convertir, donc d'amener ces utilisateurs en concession derrière. Donc c'est utiliser le digital à une fin physique finalement. Tout à fait, exactement. Leur parcours dans l'automobile, aujourd'hui, le parcours d'un utilisateur et d'un client commence toujours de plus en plus sur le digital. C'est-à-dire qu'ils viennent prendre de l'information sur le digital et ensuite seulement ils se rendent en concession. Donc on va avoir une phase d'awareness, de découverte du produit par nos sites web avec découvrir le véhicule et autres. Mais à la fin, notre but quand même, c'est d'amener cet utilisateur, un maximum d'utilisateurs en concession pour que le conseiller expert, que notre vendeur, prenne le relais et conclue une vente derrière. Et puis s'ils se rendent en concession, c'est que déjà, il y a la moitié du travail qui a été fait en amont en termes d'information. Exactement. En fait, aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Avant, en point de vente, un client se rendait peut-être 2-3 fois avant d'acheter parce qu'il avait besoin de découvrir le véhicule, d'avoir énormément d'informations. Aujourd'hui, ces informations, il les trouve sur notre site web. On a des technologies qui permettent de configurer son véhicule, qui permettent de visualiser le véhicule sous tous ses angles. Donc, l'information, le prix, le design, la couleur disponible, tout ça, il l'a déjà sur le digital. Donc, on utilise vraiment ces outils digitaux. Et ensuite, effectivement, il arrive en concession quasiment presque pour signer. Il fait peut-être 1 à 2 visites en point de vente. Donc toi, ton rôle aussi, c'est d'apporter cette information-là et que quand il arrive en concession, le vendeur n'est plus qu'à conclure la vente finalement. C'est un des gros enjeux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte la bonne information au bon moment à notre vendeur, à notre commercial derrière.
C'est-à-dire que si jamais le client, enfin l'utilisateur me dit écoutez, aujourd'hui, moi j'ai une BMW et je souhaite la faire reprendre pour passer sur un DS7 Crossback par exemple, et ben, dans ce cas-là, il faut qu'on lui donne l'information à notre vendeur. Comme ça, il peut préparer son argumentaire et il connaît déjà le client. Est-ce que le client souhaite être contacté par téléphone ou bien par mail? Quels sont les horaires dans lesquels il souhaite être contacté? Parce que peut-être il n'est pas disponible entre 9h et 18h. Il a peut-être une préférence pour être contacté entre 18 et 20h. Donc tout ça, c'est tant d'informations que l'on doit, capter de la part du client via nos formulaires, donc des champs dédiés, et de deux, l'acheminer correctement au conseiller commercial pour qu'il puisse ensuite prendre les meilleures mesures et en fait établir tout son argumentaire et surtout servir le prospect de la meilleure manière qui soit. Le digital lui mâche le travail finalement. Exactement. Et quels outils vous utilisez au quotidien justement pour y arriver? Alors nous, on travaille beaucoup, on a une Digital Factory du coup qui nous permet de développer nos formulaires. Donc on travaille énormément avec les pays déjà de 1 pour recueillir leurs besoins, parce que chaque pays, la France, ne va pas avoir les mêmes besoins que la Belgique ou que l'Allemagne. On essaie d'harmoniser un maximum, mais il y a toujours des spécificités pays. Et ensuite, on va travailler de concert avec les product owners de la Digital Factory pour qu'ils puissent, donc un product owner, c'est le responsable d'un produit, et là, en l'occurrence, on a responsable d'un produit formulaire, responsable d'un produit rendez-vous après-vente. Donc ça, c'est les plateformes digitales. Et on va travailler avec eux. Donc je vais faire une expression de besoin pour leur dire, voilà, j'ai besoin d'un formulaire qui intègre tel champ, que ces champs arrivent à tel endroit dans les bases de données, et ensuite un email de confirmation doit être envoyé à la personne qui a rempli le formulaire. Donc tout ça, on travaille sur des sprints qui permettent donc de créer ces formulaires, ces plateformes qui sont ensuite utilisées par les pays. Et donc, quelle est ta journée type? Journée type, ce qui est génial dans mon métier, c'est qu'elle ne se ressemble jamais. C'est-à-dire qu'une journée, je vais peut-être avoir beaucoup de problèmes à gérer, donc des bugs, des résolutions de bugs. Un pays qui me dit j'ai un problème de redescente de données, mon lead, donc les informations clients n'arrivent pas jusqu'à mon point de vente. Donc ça va être chercher de mon côté d'abord. Moi, je fais déjà un premier travail de rechercher d'où pourrait venir le problème. Est-ce que c'est un problème de regex? Qu'est-ce qu'un regex? Alors un regex, pardon, c'est vrai. C'est une regular expression. Donc en gros, c'est un petit bout de code dans lequel qu'on vient mettre dans un formulaire, dans un champ de formulaire. Donc on en a souvent au niveau des adresses mail pour pouvoir qualifier, je veux dire, le champ et être sûr que ce champ soit bien pris en compte dans le formulaire. C'est-à-dire que si jamais je commence à mettre des chiffres dans mon adresse mail, ça va pas marcher. C'est quand à chaque fois, quand on veut valider un formulaire et qu'on nous dit que c'est pas la bonne information. Exactement. C'est-à-dire que si jamais dans le champ adresse mail, je n'ai pas un arrobase et un point quelque chose, et ben derrière, il va pas me le prendre. Il va me dire ah non, écoutez, c'est pas la manière dont ça doit être rempli ce champ-là. Si je mets un numéro de téléphone dans mon champ adresse mail, on va me dire c'est pas bon. Et vous le saurez, les auditeurs du Gagne-Pain, ça s'appelle un regex. Exactement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et du coup, je cherche un petit peu je vais aller chercher dans les bases de données, voir vraiment le chemin du lead, parce qu'en fait, le digital, c'est beaucoup. Je compare ça énormément à de la plomberie, c'est-à-dire que le lead est pris et l'information est générée à un endroit, et ensuite toutes les bases de données se transmettent l'information et viennent déclencher différentes actions. Donc un email de confirmation, un autre endroit ça va être retombé dans la base de données CRM et un autre endroit dans la base de données concessionnaire. Est-ce que déjà tous les autres chemins sont bons? Et voir en fait, c'est important d'analyser l'endroit où le problème survient pour ensuite pouvoir régler ce problème. Et une fois que j'ai analysé le problème et que je sais où se trouve le problème, là je peux aller voir mes développeurs, enfin le product owner, et lui dire écoute, j'ai un problème à cet endroit-là, telle information ne passe pas, est-ce que tu pourrais aller plus en détail? Donc ça typiquement, ça peut être une première journée. Donc c'est un peu un rôle de chef de projet. Tout à fait. Tu as un dégât des eaux, si on reprend la plomberie, Exactement. Et tu cherches le bon interlocuteur pour te régler ton problème. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que c'est très important à un poste comme le mien, c'est de comprendre une infrastructure aussi. On a besoin, dans le digital, il y a énormément d'infrastructures. C'est hyper important vraiment de comprendre par quelle base de données tout passe, quel est le mapping en fait, donc faire vraiment une carte de toute l'infrastructure du digital pour derrière aller identifier tout de suite le bon interlocuteur. Dans un grand groupe comme Stellantis, des interlocuteurs, il y en a des milliers. Donc c'est-à-dire qu'on peut passer énormément de temps,
de jours, de semaines, voire de mois, des fois. Pour chercher la bonne personne. Voilà, pour chercher la bonne personne. Donc ça peut être une journée type que tu peux passer. Exactement, une journée à résoudre des bugs, il en faut. Et il y a d'autres journées qui sont peut-être parfois un peu plus challengeantes ou un petit peu plus sympas, où en fait je vais travailler avec un UX designer pour revoir la manière dont nos formulaires sont construits, la manière dont nos sites web pour nos dealers, donc nos dealers, nos concessionnaires, nos points de vente sont construits, et améliorer cette expérience utilisateur. Ça fait partie aussi d'une journée. C'est un peu plus sympa, on fait quelques itérations, on voit des maquettes, on réfléchit ensemble et on arrive à bien déterminer, pour nous, quelle est la meilleure manière de faire l'expérience utilisateur dessus. Donc des tâches un peu plus opérationnelles au jour le jour et un peu plus stratégiques pour améliorer l'expérience utilisateur. Exactement. Toujours en prenant l'insight à la fois des pays et à la fois en accord avec la stratégie marque, parce que la stratégie marque évolue. Elle peut changer de cap, elle peut vraiment aller d'un sens ou d'un autre. Donc, vraiment toujours en accord avec la stratégie marque, avec l'identité de marque et surtout avec les besoins des différents pays. Très bien, merci Augustin, c'est clair. Attention, la question gagne-pain, combien ça gagne concrètement un Drive to Store Manager ? Alors, le salaire d'un Drive to Store Manager, ça va énormément dépendre de la structure et de la localisation dans laquelle on évolue. À Paris, dans une grande structure, en junior, aujourd'hui, on peut espérer entre 37 et 45 K annuels bruts pour ce type de poste-là. Super, merci. Pourquoi avoir choisi ce métier et qu'est-ce qui te plaît au quotidien dans tes fonctions ? Alors, pourquoi avoir choisi ce métier ? C'est vrai que j'avais toujours voulu quelque chose de digital et surtout digital avec des résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets quelque chose en place. Je peux ensuite analyser, puisqu'on a toute une équipe d'analystes, analyser les performances. On a refondu les sites concessionnaires, donc on a revu le design des sites concessionnaires pour les rendre un peu plus user-friendly, plus facile à appréhender par un utilisateur. Et demain, on peut mesurer, est-ce que mon site, dont la fonction principale, c'est de générer du lead, donc d'amener du trafic en concession, est-ce que ça a augmenté versus le trafic que j'envoyais dessus auparavant ? Donc c'est ça qui me plaisait énormément. En fait, mettre des choses en place et tout de suite regarder derrière, est-ce que ça performe plus ou moins ? Et dans ce cas-là, quels sont les éléments que je peux améliorer ? C'est vraiment du test and learn en fait. Donc tu aimes le challenge et le fait d'avoir des résultats, de savoir si ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, et analyser les chiffres. Donc il y a aussi une partie chiffres dans ton métier ? Oui, un petit peu. Moi, je m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup de curiosité sur les différents métiers aussi qui entourent mon poste à moi. Donc vraiment, je vais voir l'analyste et je vais lui demander comment est-ce que je peux faire un rapport pour vraiment comprendre les leads. Donc j'utilise plein d'outils différents, donc Google Analytics bien sûr. On a nos propres systèmes de redescente de leads avec les taux de transformation derrière. Et ensuite, c'est d'agréger tout ça. Alors je travaille avec Excel, je travaille avec Google Data Studio aussi, qui me permettent de créer mes petits rapports à moi parce que j'ai parfois un besoin très spécifique de voir vraiment la performance de tel pays parce que tel directeur marketing me dit que sa performance baisse, qu'il ne comprend pas pourquoi il a moins de leads peut-être aujourd'hui. Donc là, j'ai besoin de faire un zoom et j'ai besoin de réagir vite. Et du coup, c'est important pour moi d'aller voir ça et de pouvoir comprendre les chiffres. Donc effectivement, il y a une partie chiffrée dedans et qui me permet d'analyse, qui te permet de mieux comprendre ton environnement. C'est hyper important, je pense. De ton point de vue et avec ton expérience, quelles sont les compétences clés qu'il faut pour faire ce métier ? Alors de mon point de vue, je dirais que la curiosité et l'adaptabilité, c'est très important. La curiosité, parce que comme je le disais, j'ai besoin vraiment, parfois je vais voir vraiment d'autres métiers qui n'ont pas tellement de rapport avec celui que je fais. Par contre, ça donne une vue d'ensemble. Et en fait, en allant chercher dans le petit coin et en cherchant au-delà de mon périmètre, vraiment m'intéresser à ce que les autres font, ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble et de mieux comprendre la structure dans laquelle j'évolue et quels sont les tenants et aboutissants de chaque décision. Donc vraiment, la curiosité, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et l'adaptabilité, parce que on change énormément de stratégie, on change, on a des besoins immédiats.
on a un problème de redescente de données, de leads, des données qui n'arrivent plus au concessionnaire. C'est de la perte business sèche, en fait, pour un point de vente. Donc à ce moment-là, il faut une réactivité, une adaptabilité et surtout, comme je le disais au début, aller contacter tout de suite la bonne personne. Donc la curiosité toujours de savoir quelle est la personne derrière qui détient la clé pour m'aider. Voilà, c'est aussi un des éléments. La gestion du stress également. Oui, il y a des périodes de stress parfois, effectivement. Là, je le disais avec ces histoires de leads qui peuvent parfois ne pas retomber pour une raison X ou Y. Là, vu que c'est ce qu'on appelle business critique, il faut absolument... tout le monde est sur le pont pour remettre le business sur la route. Donc à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir beaucoup de pression sur un poste comme ça parce qu'on est maintenant au cœur du business quand même. Donc c'est challengeant, mais il y a le revers de la médaille où quand il y a un problème, et ben voilà, il y a de la pression. Mais ça nous permet d'avancer plus vite. Tu nous as parlé de Stellantis. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce groupe dont on ne connaît pas forcément le nom, mais dont les auditeurs, j'imagine, connaissent les marques ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, bien sûr. En fait, Stellantis, c'est le groupe qui résulte de la fusion de deux gros groupes automobiles qui sont le groupe PSA, qui avait historiquement donc la marque Peugeot, Citroën, DS et Opel, et le groupe Fiat Chrysler, donc qui a toutes les marques comme Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Dodge. Donc voilà, beaucoup de marques américaines. Et ces deux groupes ont fusionné début de l'année 2021 pour former une énorme entité qui s'appelle Stellantis aujourd'hui. Et chaque marque a sa place et son positionnement au sein de ce groupe-là. Est-ce que cette fusion a impacté DS ? Alors aujourd'hui, on ne ressent pas encore les effets de la fusion, ou très très peu. Par contre, on sait que demain, on va créer des pôles premium ou certains pôles. Donc nous, DS, on est la marque premium du groupe PSA. Et en gros, on vient joindre un pôle premium qui est composé de Lancia, Alfa Romeo et donc de DS. Donc effectivement, il y aura des synergies derrière entre ces trois marques. On va énormément travailler ensemble, on va avoir des positionnements différents, mais quand même garder ces pôles premium. Stellantis a été divisé en différents pôles. On a le Luxury avec Maserati, le pôle premium avec DS, Alfa et Lancia. On a le upper mainstream avec Peugeot et Opel. On a le core avec Citroën et Fiat. Donc voilà, on a American Brands avec Jeep, Dodge, etc. Donc on a vraiment différents pôles qui ont été créés au sein de Stellantis. Donc évidemment, il y aura des synergies entre toutes ces marques-là dans le but toujours d'être plus efficace, efficient et d'être le premier constructeur mondial. Ouais, je pense que c'est le but. On sent que tu es passionné par l'automobile. Oui, effectivement. Je ne suis pas un passionné de la première heure, mais effectivement, le produit en fait, me passionne et j'arrive facilement à le vendre à des amis. Donc voilà, quand j'arrive à en parler comme ça, je sais que je suis passionné par le produit. Oui. Alors oui, j'en ai une. C'était au tout début, c'était en 2018, donc quand j'étais encore alternant chez DS Automobile, où j'étais envoyé en concession pour gérer. Donc c'était en Allemagne, c'était à côté de Hambourg, et c'était la première fois que je me rendais en concession, première fois que j'étais en contact avec un concessionnaire en étant la marque centrale en fait. Et on m'avait demandé de faire un rapport un petit peu sur plusieurs points de mon passage en concession, et j'avais trouvé plusieurs points en fait très 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 juste, très limite de la part du concessionnaire et du zone manager. Et en fait, j'avais écrit un énorme mail en remontant tous les points qui n'allaient pas et en envoyant ça directement au directeur marketing monde de la marque, en mettant au moins une vingtaine de personnes en copie. Et depuis le temps, mon boss, mon N+1, m'appelle le sniper parce qu'en fait, c'est pas des choses qui se faisaient dans ce type de groupe-là. Donc j'ai gagné mon surnom de sniper et je pense que je me reprendrai à 2 fois avant de faire un mail de ce type-là. Et ils doivent t'attendre au tournant du coup quand tu te déplaces en concession. Exactement, ça a été un peu le jeu, c'était de se dire bon, lui on peut l'envoyer en concession, mais il va falloir et on va voir comment est-ce qu'il réagit aujourd'hui. Donc j'ai pris des pincettes maintenant, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et j'ai beaucoup plus de retenue dans mes mails de retour. Ouais. J'en profite du coup, transition, tu parlais de déplacement, donc c'est un mode de vie qui est courant dans ton métier ? Alors c'était extrêmement courant avant le Covid. Aujourd'hui, la crise du Covid nous bloque un peu plus. Okay. Mais effectivement, en fait, il y a une deuxième casquette donc, que j'ai qui est la digitalisation des points de vente. Et à ce titre, effectivement, je me suis pas mal déplacé en Espagne, en France, en Allemagne, au UK, donc en Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Italie aussi,
pour aller voir justement des concessionnaires, aller prendre vraiment de l'insight terrain, en fait vraiment avoir le feedback d'un concessionnaire, parce que c'est lui qui est en première ligne face à nos clients. Au final, si demain on est tous payés, c'est parce que le concessionnaire a réussi à faire une vente. Donc j'ai besoin vraiment d'avoir à la fois donc, des informations venant d'eux. Donc souvent, je suis en contact avec des concessionnaires ici en France où je les appelle et je leur dis tiens, tu penses quoi de ça, ou qu'est-ce qui t'aiderait sur tel outil, les formulaires, quelle est l'information qui t'aiderait, ou l'outil qu'on te met à disposition, de quelle manière je pourrais le rendre plus efficace. Et c'est hyper important. Donc je me déplaçais au titre digitalisation des points de vente, mais je prenais aussi beaucoup d'insights pour l'autre casquette qui était le Drive to Store, en disant qu'est-ce qui t'intéresse d'avoir comme information ? Quelle information t'intéresse d'avoir sur un client quand il arrive ? Qu'est-ce que tu aimerais bien savoir ? Quel outil ? Et donc, au titre de la digitalisation des points de vente, on a sorti là un nouvel outil qui est un configurateur 3D, donc sur un écran tactile, qui permet vraiment de configurer son véhicule grâce à des images 3D haute définition, son véhicule, de le voir sur toutes les coutures et d'ajouter toutes les options. Et ça, aujourd'hui, on a énormément travaillé avec des points de vente pour avoir typiquement quel outil, quelle fonctionnalité vous aimeriez bien avoir dedans. La sauvegarde, l'envoi directement de la configuration dans l'outil du point de vente pour pouvoir faire une offre commerciale directement sur la configuration, l'intégration des stocks de véhicules neufs ou de véhicules d'occasion. Donc tout ça, on l'a travaillé et effectivement, c'est grâce à tous ces insights terrain qu'on arrive aujourd'hui à sortir des outils qui soient performants pour notre réseau. C'est eux qui vont l'utiliser finalement. Exactement, c'est eux qui l'utilisent et encore une fois, c'est eux qui sont en première ligne et c'est eux qui vendent les voitures directement aux clients. Donc avant le Covid, pas mal de déplacements. J'ai entendu UK, quelques pays qui parlent anglais. Donc l'anglais est primordial dans ton métier ? Dans mon métier, je dirais c'est plus dans la structure dans laquelle on évolue qu'une langue est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait partie du groupe Stellantis. Moi, je suis en centrale marque, donc effectivement, j'ai des contacts avec tous les pays, alors principalement en Europe, mais aussi le Japon ou la Malaisie, etc. Donc effectivement, là, à ce moment-là, l'anglais est important. Un Drive to Store manager qui n'a comme marché que la France, s'il n'a que des fournisseurs français, évidemment, il peut se permettre de ne parler que français. Mais effectivement, moi, aujourd'hui, c'est primordial. Je fais quasiment au moins 80% de mes réunions en anglais parce qu'on a des collègues en Espagne, que je parle avec des Italiens aussi de chez Stellantis, que j'ai un fournisseur qui est basé en Allemagne. Et donc, l'anglais est la langue commune sur laquelle on se retrouve tous. Super, merci Augustin. Est-ce que tu aurais un livre ou un film à conseiller à nos auditeurs autour de ton métier, de ton mindset ? Alors, autour de mon métier, spécialement sur le Drive to Store, je ne vais pas en avoir comme ça. Par contre, le mindset, oui, la curiosité et surtout l'envie d'aller plus loin. Il y en a pas mal que j'ai regardé. En fait, c'est tous les films et les livres un peu biographiques. Donc, typiquement, la biographie de Elon Musk est très inspirante. La biographie, le film de Steve Jobs est aussi très très sympa, de Social Network sur la création de Facebook et même d'autres en dehors du digital, j'ai envie de dire, sur la création de McDonald's. Tout ça, c'est vraiment des films moi, qui m'inspirent et qui me permettent de me dire allez, il faut aller encore plus loin, il faut aller chercher toujours derrière. Il ne faut pas seulement s'arrêter à ce qu'on a devant nous, toujours aller chercher plus loin, toujours aller gratter plus loin, s'entourer des bonnes personnes, poser des questions et surtout toujours garder un esprit positif dans le travail. Et ça c'est important, surtout dans les coups durs. C'est ce que tu appliques au quotidien. Exactement, ce que j'essaye d'appliquer au quotidien. Ouais. Merci Augustin pour cette interview. Merci Magdeleine. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.